J'adore faire rire depuis toujours. Le 20 mars 2026, la nouvelle tombe. Brutale, silencieuse, presque inattendue. Isabelle Mergo est morte. Les journaux s'emballent, les hommages affluent. Les visages familiers de la télévision française évoquent une femme libre, une voix unique, un talent rare. Mais derrière cette vague soudaine d'émotions, une question dérange. Où était-il avant ? Car pendant des années, Isabelle Mergo avait disparu. Pas officiellement, pas complètement, juste lentement effacée. Moins d'apparitions, moins de rôles, moins d'invitations, comme si l'industrie qui l'avait applaudie avait cessé de la voir. Elle, pourtant, parlait encore. Elle dénonçait, elle dérangeait, elle insistait, mais personne n'écoutait vraiment. Alors, que s'est-il passé ? Isabelle Mergo a-t-elle été oubliée ou volontairement mise à l'écart ? Bien avant les plateaux de télévision, avant les polémiques, avant même que son nom ne circule dans le paysage médiatique français, il y avait une jeune femme à Paris. Rien en apparence ne la destinait à devenir une figure reconnaissable. Pas de beauté classique, pas d'aura fabriquée, pas ce vernis lisse que l'industrie adore tant. Isabelle Mergo n'entrait pas dans les cases. Et peut-être que tout commence là. Dans une ville comme Paris, où l'image compte autant que le talent, elle apprend très tôt une chose essentielle. Pour exister, il ne suffit pas d'être bonne. Il faut être visible. Et pour être visible, il faut déranger. Alors elle observe, elle écoute, elle comprend les règles du jeu, mais elle ne les accepte pas vraiment. Ses débuts, à la fin des années 1970, sont discrets. Des rôles secondaires, souvent comiques, parfois caricaturaux. Elle fait rire, mais on ne la regarde pas. C'est une nuance subtile, et pourtant elle change tout. Car faire rire dans ce milieu, c'est parfois une prison. On vous associe à une fonction, on vous enferme dans un registre. Et Isabelle Mergo devient celle qui amuse. Pas celle qui impressionne, pas celle qu'on sacralise, encore moins celle qu'on protège. Très vite, une forme de distance s'installe. Pas forcément visible, pas officiellement reconnue, mais réelle. Elle n'est pas au centre, elle gravite autour. Et au fil des années, cette position périphérique forge quelque chose en elle. Une manière de parler, une manière de réagir, plus directe, plus tranchante, moins diplomatique. Comme si chaque phrase devait compenser une invisibilité. Comme si chaque mot devait frapper plus fort pour être entendu. Mais dans un univers où tout repose sur les relations, les alliances, les réseaux, ce type de personnalité peut devenir dangereux. Pas immédiatement, pas ouvertement, mais lentement. Car dans le cinéma, à la télévision, à la radio, les portes ne se referment pas toujours avec fracas. Elles se referment en silence. Isabelle Mergo, elle, continue. Elle ne disparaît pas. Au contraire, dans les années 1990, elle opère un virage. Moins de présence à l'écran, plus d'écriture. Un choix qui peut sembler stratégique, presque maîtrisé. Mais est-ce vraiment un choix ? Ou déjà une adaptation ? Elle écrit, elle crée, elle construit des histoires. Là, enfin, elle contrôle quelque chose. Les mots, le rythme, le ton. Et surtout la voix. Car Isabelle Mergo n'a jamais été une artiste neutre. Elle a toujours eu quelque chose à dire. Et parfois, trop à dire. Son arrivée dans l'univers de la radio et de la télévision, notamment aux côtés de Laurent Ruquier, marque un tournant. Pour la première fois, elle n'est plus seulement une silhouette, elle devient une présence, une voix reconnaissable, un ton identifiable. Elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à séduire, elle parle. Franchement, parfois brutalement, souvent sans filtre. Et ça fonctionne. Le public accroche, les émissions gagnent en relief, parce qu'elle dit ce que d'autres n'osent pas dire. Mais derrière cette liberté apparente, une autre réalité se dessine. Car dans ce milieu, dire la vérité ou ce qu'on pense être la vérité a un prix invisible au début, mais qui s'accumule. Chaque remarque, chaque critique, chaque prise de position, comme autant de fissures dans un système qui préfère le consensus. Isabelle Mergo ne joue pas ce jeu-là. Et c'est précisément ce qui la rend unique, mais aussi vulnérable.
car à mesure qu'elle s'affirme, une question commence à émerger. Discrètement, sans être formulée clairement. Est-ce qu'elle est en train de construire sa liberté ou de creuser son isolement? Personne ne le dit encore, personne ne l'admet. Mais les signes sont là, dans les silences, dans les regards, dans les invitations qui se font plus rares ou plus conditionnelles. Rien de spectaculaire, rien de brutal. Juste une lente évolution, comme si déjà quelque chose se préparait. Comme si le système, sans confrontation directe, commençait doucement à s'éloigner. Et elle, au milieu de tout ça, continue d'avancer, avec la même énergie, la même franchise, la même intensité, sans peut-être voir que le terrain sous ses pieds est en train de changer. Car dans l'ombre de cette ascension discrète, une autre réalité se dessine, une réalité que peu de gens remarquent à l'époque, mais qui, avec le recul, semble presque inévitable. Et si, dès le départ, Isabelle Mergo n'avait jamais été vraiment acceptée? Et si tout ce qu'elle a construit reposait sur un équilibre fragile, prêt à se briser au moindre faux pas? Il y a un moment où tout bascule. Pas dans le bruit, pas dans un éclat soudain, mais dans une forme de reconnaissance presque inattendue. Isabelle Mergo ne devient pas une star du jour au lendemain. Elle s'impose autrement, par les mots, par les idées, par cette manière bien à elle de regarder le monde et de le renvoyer, sans filtre, au public. Sur les plateaux de radio, notamment aux côtés de Laurent Ruquier, quelque chose se produit, une alchimie. Elle n'est plus seulement celle qui amuse, elle devient celle qui pique, celle qui réagit, celle qui déséquilibre. Sa voix se détache, son ton devient identifiable, et surtout, elle ne joue pas un rôle, elle semble être exactement ce qu'elle est. Dans un univers rempli de discours calibrés, de phrases contrôlées, de sourires stratégiques, cette authenticité devient une force. Le public l'entend, le public la reconnaît, et peu à peu, Isabelle Mergo sort de la périphérie. Elle entre dans le cadre. Mais c'est au cinéma que le véritable tournant arrive. 2005, Je vous trouve très beau. Un film qu'elle écrit et réalise. Un projet personnel, presque intime. Et contre toute attente, le succès est là. Des millions d'entrées, une réception chaleureuse, un public touché. Ce n'est plus une présence secondaire, ce n'est plus une voix parmi d'autres, c'est une signature. Une femme qui a réussi à imposer sa vision dans un milieu réputé fermé. Pendant un instant, tout semble aligné. Le talent, la reconnaissance, la visibilité. Elle n'est plus à côté, elle est au centre. Et avec ce centre vient la lumière. Les invitations se multiplient, les plateaux s'ouvrent, les regards changent. On l'écoute davantage. On la respecte, en apparence, car derrière cette reconnaissance, quelque chose d'autre commence à se glisser, presque imperceptiblement. Isabelle Mergo ne devient pas plus douce avec le succès, elle ne devient pas plus prudente, au contraire. Elle parle plus fort, plus frontalement, comme si la lumière lui donnait le droit de dire tout ce qu'elle retenait jusque-là. Et c'est là que la mécanique change, parce que le succès, dans ce milieu, n'est pas seulement une montée, c'est aussi une exposition. Et plus la lumière est forte, plus chaque mot devient visible, plus chaque phrase peut devenir une erreur, plus chaque prise de position peut devenir une fracture. Elle critique, elle ironise, elle attaque parfois. Pas toujours violemment, mais toujours clairement. Et dans un système où les équilibres sont fragiles, où les relations sont essentielles, ce type de franchise commence à déranger. Pas immédiatement. Au début, cela amuse, cela crée du relief, cela donne du contenu. Mais progressivement, une question s'installe, silencieusement. Est-elle encore une artiste ou est-elle en train de devenir un problème? Car dans l'industrie du divertissement, il existe une règle non écrite. On peut être talentueux, on peut être original, on peut même être provoquant. Mais à une condition, ne jamais devenir incontrôlable. Et Isabelle Mergo, à ce moment précis, semble franchir cette ligne, sans s'arrêter, sans regarder en arrière, sans ajuster. Comme si pour elle, se taire n'était jamais une option. Mais dans l'ombre de cette ascension, une tension grandit, invisible pour le public, mais bien réelle en coulisses. Les regards changent légèrement, les réactions deviennent plus froides, les silences plus lourds. Rien ne n'explose, rien ne s'effondre, mais quelque chose se déplace, lentement, subtilement. Comme si, sans confrontation directe, une distance commençait à se créer.
Et cette distance ne vient pas seulement des autres, elle vient aussi d'elle, car Isabelle Mergo ne cherche pas à s'adapter, elle ne ralentit pas, elle ne module pas, elle ne s'inscrit pas dans une logique de compromis. Au contraire, elle semble aller plus loin, toujours plus loin, comme si la seule manière d'exister n'était pas de ne jamais se taire. Mais à quel prix ? Car dans ce type d'environnement, il n'y a pas toujours de sanctions immédiates, il n'y a pas de moment précis où tout bascule, il n'y a pas de rupture officielle. Il y a une accumulation de tensions, de désaccords, de malaise, jusqu'au moment où le système simplement commence à se détourner, sans déclaration, sans conflit ouvert, juste en regardant ailleurs. Et c'est peut-être ce qui rend cette période si particulière, parce qu'en surface, Isabelle Mergo est encore là, elle travaille, elle parle, elle existe, mais en profondeur, quelque chose commence à se fissurer. Un lien invisible, essentiel, celui qui relie un artiste à son industrie. Et quand ce lien commence à céder, il est souvent déjà trop tard pour le réparer. La question à ce moment-là n'est plus de savoir si elle est talentueuse, ni même si elle est aimée, mais si elle est encore désirée. Et dans le silence qui s'installe progressivement autour d'elle, une réponse semble se dessiner, discrète, mais implacable. Alors, est-ce à partir de là que tout commence vraiment à basculer ? Ou bien est-ce que la chute avait déjà commencé, sans que personne ne s'en rende compte ? Il n'y a pas de moment précis où tout bascule. Pas de scandale unique, pas d'événement qui explose à la une. Seulement une série de tensions, des frictions, des confrontations, des mots qui dépassent et qui restent. Isabelle Mergo n'a jamais été une personnalité consensuelle, mais à ce stade de sa carrière, ce n'est plus simplement une question de style, c'est devenu une position. Elle ne s'adapte pas, elle ne compose pas, elle ne joue pas le jeu, et surtout, elle ne se tait pas. Sur les plateaux, à la radio, dans les interviews, elle attaque, parfois directement, parfois avec ironie, mais toujours avec une précision qui dérange. L'un des épisodes les plus marquants survient dans un contexte déjà tendu, la période du Covid. Un climat chargé, divisé, explosif. Les positions se radicalisent, les débats deviennent violents, et Isabelle Mergo, fidèle à elle-même, prend position. Face à Jean-Marie Bigard, humoriste lui aussi connu pour ses prises de parole controversées, elle ne tempère pas. Elle critique, elle contredit, elle attaque frontalement ses idées. Ses mots sont durs, sans filtre, et immédiatement, la réaction ne se fait pas attendre. Les réseaux s'enflamment, les soutiens se divisent, les critiques affluent. Certains saluent son courage, d'autres dénoncent son agressivité. Mais au-delà de la polémique, quelque chose d'autre se joue. Car dans ce type de conflit, il ne s'agit pas seulement d'opinion, il s'agit de position dans un réseau. Chaque mot prononcé crée une ligne, chaque attaque crée une rupture. Et Isabelle Mergo, sans forcément le vouloir, multiplie ces lignes. Puis vient un autre affrontement. Guillaume Meurice, un autre humoriste, un autre ton, un autre univers. Mais encore une fois, la collision est frontale. Elle critique ses propos, elle remet en cause son positionnement. Et une fois de plus, la réaction est immédiate. Débat, tension, clivage. À ce stade, ce n'est plus un incident isolé, c'est un schéma. Isabelle Mergo s'oppose, Isabelle Mergo dérange, Isabelle Mergo divise. Et dans une industrie où l'image est essentielle, cette répétition commence à peser. Car le problème n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est le fait qu'elle le dise, encore et encore, sans retenue, sans calcul, comme si chaque prise de parole était une nécessité, comme si se taire était impossible. Mais dans les coulisses, la perception évolue, lentement. Les discussions changent de ton, les noms circulent différemment. On ne parle plus seulement d'elle comme d'une artiste, mais comme d'une personnalité difficile, imprévisible. Et dans ce type de milieu, ce mot a un poids particulier. Difficile ne signifie pas seulement exigeant, il signifie risqué. Risque d'image, risque de conflit, risque de tension sur un plateau. Et dans un environnement où tout doit rester fluide, où chaque projet repose sur des équilibres fragiles, le risque devient un problème qu'on évite. Pas frontalement, pas ouvertement, mais progressivement. Moins d'invitation, moins de collaboration, moins d'opportunités. Rien d'annoncé,
rien d'assumé, juste un glissement. Et au milieu de ce glissement, Isabelle Mergo continue. Elle ne change pas, elle ne ralentit pas, elle ne corrige pas. Comme si elle refusait de voir, ou peut-être comme si elle acceptait déjà les conséquences. Mais jusqu'où? Car derrière ces conflits visibles, une autre histoire commence à émerger, plus trouble, plus ambiguë. Une histoire qui ne repose pas sur des mots, mais sur un silence beaucoup plus lourd, celui d'un souvenir, d'un tournage, d'une expérience que pendant longtemps, elle n'avait jamais vraiment racontée. Il y a des souvenirs qui restent enfouis, pas parce qu'ils sont oubliés, mais parce qu'ils sont trop difficiles à raconter. Pendant longtemps, Isabelle Mergo n'en parle pas, ou très peu, comme si cet épisode n'avait jamais vraiment existé, comme si le simple fait de le nommer risquait de faire tourmenter. Puis, des années plus tard, quelque chose change. Le climat aussi. Le mouvement MeToo a déjà traversé le monde. La parole s'est libérée ailleurs. Des histoires enfouies remontent à la surface. Et soudain, Isabelle Mergo évoque à demi-mot un souvenir, un tournage, celui de PROS. Elle ne donne pas de détails précis, elle ne nomme pas clairement les faits, elle ne désigne personne. Mais les mots qu'elle choisit sont lourds. C'était horrible. J'avais envie de vomir. Des phrases simples, courtes, mais qui laissent une trace. Car ce n'est pas la description d'un simple mauvais souvenir, ce n'est pas la fatigue d'un plateau difficile, ce n'est pas une anecdote légère, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus trouble, de plus dérangeant. Mais justement, elle ne va pas plus loin. Elle suggère, elle laisse entendre, et puis elle s'arrête. Pourquoi? Pourquoi parler sans tout dire? Pourquoi évoquer sans révéler? Dans ce silence, une tension s'installe, car le public, lui, commence à combler les vides. Certains parlent d'un environnement toxique, d'autres évoquent des comportements inappropriés, mais rien n'est confirmé, rien n'est formel, tout reste dans une zone floue. Et c'est précisément ce flou qui intrigue, parce qu'il ouvre la porte à toutes les interprétations. Était-ce une expérience isolée, un moment difficile amplifié par le temps, ou bien quelque chose de plus grave resté caché pendant des années? Isabelle Mergo, elle, ne développe pas, elle ne transforme pas cette révélation en combat public, elle ne lance pas d'accusation, elle se contente de poser ses mots puis de les laisser suspendus, comme un fragment, comme un indice. Et dans ce type de récit, ce sont souvent les silences qui parlent le plus, car ce qu'elle ne dit pas pèse davantage que ce qu'elle dit. Mais alors, une autre question apparaît. Pourquoi maintenant? Pourquoi évoquer ce souvenir si tard? Est-ce lié au contexte, à cette vague de témoignages qui a encouragé d'autres à parler, ou est-ce plus personnel? Une forme de besoin, de relâchement, comme si après des années de retenue, quelque chose ne pouvait plus rester enfoui. Mais en même temps, elle ne va pas jusqu'au bout, et ce paradoxe interroge. Car dans un monde où certains choisissent de tout exposer, elle choisit de rester à la frontière, entre révélation et silence, entre aveu et retenue. Et cette position n'est pas anodine, parce qu'elle laisse une trace, une ombre, une zone d'inconfort qui s'ajoute à tout le reste, à ses prises de position, à ses conflits, à son image déjà complexe. Comme si à travers ces quelques phrases, elle venait ajouter une couche supplémentaire à une perception déjà fragile. Mais dans l'industrie, ce genre de sujet ne passe jamais inaperçu, même lorsqu'il n'est pas formulé clairement, même lorsqu'il reste flou, parce que le simple fait d'évoquer suffit, et parfois, cela suffit à créer une distance, pas visible, pas officielle, mais réelle. Et à partir de ce moment-là, une impression se renforce, celle que quelque chose ne tourne plus rond, pas seulement autour d'elle, mais dans la manière dont elle est perçue, comme si peu à peu, Isabelle Mergo devenait une présence inconfortable, pas à cause d'un scandale précis, mais à cause d'un ensemble, de tensions, de mots, et maintenant de silence. Et dans cet équilibre de plus en plus instable, une autre réalité commence à émerger, encore plus concrète, encore plus difficile à ignorer. Il n'y a pas toujours de chute spectaculaire, pas de scandale final, pas de rupture officielle. Parfois, une carrière ne s'arrête pas, elle s'efface, lentement, presque imperceptiblement. Et c'est exactement ce qui semble arriver à Isabelle Mergo. Au début, rien n'est évident. Elle est encore là, elle intervient, elle apparaît, elle continue d'exister dans l'espace médiatique. Mais ce ne sont plus les mêmes invitations, ce ne sont plus les mêmes projets, et surtout, ce ne sont plus les mêmes attentes.
Le téléphone sonne moins, les propositions se font rares, les rôles disparaissent. Pas totalement, mais suffisamment pour que la différence se fasse sentir. Et à ce moment-là, une réalité brutale s'impose. Dans ce milieu, exister ne suffit pas, il faut être demandé. Et Isabelle Mergo commence à ne plus l'être. Elle le dit elle-même, sans détour, sans maquillage. Elle évoque ce sentiment d'être mise de côté, d'être oubliée, comme si du jour au lendemain elle n'entrait plus dans les plans. Ces mots sont simples, mais lourds. Elle parle d'un vide, d'une absence, pas seulement de travail, mais de reconnaissance. Et cette fois, il ne s'agit plus d'un conflit, ni d'un désaccord, c'est quelque chose d'autre. C'est le silence, un silence beaucoup plus violent que n'importe quelle polémique. Car une polémique, au moins, prouve une chose, qu'on existe encore. Mais le silence efface, progressivement, sans bruit, sans explication. Et autour d'elle, l'industrie continue. Les films sortent, les émissions s'enchaînent, les nouvelles figures apparaissent. Le système fonctionne, parfaitement, simplement sans elle. C'est cette absence qui devient la plus frappante, pas pour tout le monde, pas immédiatement, mais pour ceux qui regardent de près. Car Isabelle Mergo n'a pas disparu, elle est toujours là, mais comme en décalage, comme si elle n'était plus connectée à ce monde, qui pourtant avait été le sien. Et face à cette situation, elle ne reste pas silencieuse. Elle parle, elle exprime sa frustration, son incompréhension. Elle ne cache pas son ressenti. Mais ses prises de parole ne changent rien. Ou peut-être pire, elle renforce cette image déjà installée, celle d'une personnalité difficile, d'une femme en conflit avec son propre milieu. Et dans un système qui valorise la fluidité, l'adaptation, le compromis, ce type de profil devient de plus en plus marginal. Alors une question s'impose. Est-ce qu'Isabelle Mergo a été mise à l'écart ou est-ce qu'elle s'est peu à peu coupée elle-même du système ? La réponse n'est pas simple, parce qu'elle se situe probablement entre les deux. D'un côté, une industrie qui évolue, qui change de visage, qui avance sans attendre. De l'autre, une artiste qui refuse de se transformer, qui reste fidèle à elle-même, coûte que coûte. Et entre les deux, une fracture, invisible au départ, mais irréversible. Il y a un moment où le bruit extérieur s'éteint. Les polémiques s'éloignent, les débats se dissipent, les tensions deviennent secondaires. Parce qu'une autre réalité s'impose, silencieuse, implacable. Le corps. On ne sait pas exactement quand tout commence, pas de date précise, pas d'annonce brutale. Seulement des signes, discrets au début, presque invisibles. Une fatigue qui s'installe. Des absences plus fréquentes, des apparitions plus rares. Puis, peu à peu, une évidence. Isabelle Mergo est malade. Un cancer. Le mot circule, sans mise en scène, sans déclaration spectaculaire. Comme si même la maladie restait en retrait. Comme si elle refusait une fois encore d'en faire un sujet public. Mais autour d'elle, quelque chose change. Le rythme ralentit. Les projets s'arrêtent. Les sollicitations, déjà rares, disparaissent presque totalement. Et dans cet espace qui se vide, une solitude apparaît. Pas forcément une solitude physique, mais une solitude médiatique. Une absence. Comme si, une fois sortie du flux, elle cessait d'exister aux yeux du système. Les caméras ne sont plus là. Les plateaux ne l'attendent plus. Les discussions se font ailleurs. Et elle, au milieu de tout cela, affronte autre chose. Quelque chose de plus concret, de plus intime, de plus brutal. La maladie, les traitements, les rendez-vous, les jours qui se ressemblent, le corps qui résiste, puis qui cède. Et dans ce combat, il n'y a plus de public, plus d'applaudissements, plus de réactions. Seulement le temps, lent, lourd, inéluctable. On pourrait imaginer un élan de soutien, une mobilisation, une présence. Mais rien de tout cela n'apparaît vraiment. Pas à grande échelle, pas avec l'intensité qu'on pourrait attendre. Comme si cette phase de sa vie se déroulait en marge, encore une fois. Et c'est là que le contraste devient le plus cruel. Une femme qui pendant des années a occupé l'espace médiatique, qui a parlé, qui a dérangé, qui a marqué, se retrouve en retrait, presque invisible. Et dans cette invisibilité, une question persiste.
Était-elle déjà oubliée avant même d'être malade, ou est-ce la maladie qui a accéléré cette disparition? Peut-être les deux. Peut-être que tout s'est superposé. Une carrière en déclin, une image complexe, et maintenant un corps qui lâche. Et dans ce croisement, il ne reste plus grand-chose. Plus de lutte publique, plus de confrontation. Seulement un combat silencieux. Un combat que personne ne filme, que personne ne commente. Un combat réel. Et dans ce silence, une autre forme de vérité apparaît. Dépouillée, brute. Car à ce stade, il ne s'agit plus de réputation, ni de carrière. Il s'agit de fin, d'un temps qui se réduit, d'un espace qui se referme. Et dans cet espace, Isabelle Mergo est seule. Pas totalement, mais suffisamment pour que l'impression persiste. Celle d'une femme qui, après avoir été exposée, se retrouve face à elle-même. Sans filtre, sans public, et peut-être, pour la première fois, sans masque. Mais pendant que ce combat se déroule dans l'ombre, le monde extérieur continue. Indifférent, occupé, en mouvement. Jusqu'au moment où tout s'arrête, brutalement. Le 20 mars 2026. Cette fois, il n'y a plus de doute, plus de rumeurs, plus de silence. L'information est confirmée. Isabelle Mergo est morte. Et soudain, tout revient. Les médias se réveillent, les réseaux s'animent, les visages connus prennent la parole. Des messages apparaissent partout. Une femme libre, un talent unique, une personnalité inoubliable. Les mots sont forts, respectueux, parfois même admiratifs. Comme si en quelques heures, tout le monde se souvenait. Comme si son absence, jusque-là presque invisible, devenait d'un coup évidente. Les plateaux télé évoquent sa carrière, ses films, ses interventions. On rediffuse des images, des extraits, des moments. On rit à nouveau de ses répliques, on salue son courage, on souligne sa différence. Mais derrière cette vague d'hommage, une sensation persiste. Un léger décalage. Car cette reconnaissance arrive maintenant, pas avant. Pas pendant ces années où elle parlait de son isolement. Pas lorsqu'elle exprimait ce sentiment d'être mise de côté. Non, maintenant, après sa mort. Et c'est là que le contraste devient le plus supportable. Une femme qui, de son vivant, évoque une forme d'abandon, de l'autre une industrie qui, une fois qu'elle disparaît, semble redécouvrir son importance. Comme si deux réalités coexistaient. Une silencieuse, invisible pendant des années, l'autre bruyante, collective, après sa disparition. Et entre les deux, un vide. Un vide que rien ne peut combler. Car aucun hommage, aussi sincère soit-il, ne peut revenir en arrière, ne peut réparer le silence, ne peut répondre à ce qui n'a pas été fait. Et au milieu de tout cela, une dernière image s'impose. Pas celle des plateaux, pas celle des rires, mais une femme seule. Face à elle-même, face à son corps, face à une fin qu'elle savait inévitable, sans bruit, sans projecteur. Et c'est peut-être là que réside la véritable fracture. Pas dans les conflits, pas dans les polémiques, mais dans cet écart. Entre la lumière d'avant, le silence pendant et le bruit après. Alors que reste-t-il vraiment? Une carrière? Des souvenirs? Des images? Ou bien encore une question plus dérangeante? Isabelle Mergo a-t-elle été célébrée pour ce qu'elle était ou seulement pour ce qu'elle représentait une fois disparue? Le 20 mars 2026. Cette fois, il n'y a plus de doute, plus de rumeurs, plus de silence. L'information est confirmée. Isabelle Mergo est morte. Et soudain, tout revient. Les médias se réveillent, les réseaux s'animent, les visages connus prennent la parole. Des messages apparaissent partout. Une femme libre, un talent unique, une personnalité inoubliable. Les mots sont forts, respectueux, parfois même admiratifs. Comme si, en quelques heures, tout le monde se souvenait. Comme si son absence, jusque-là presque invisible, devenait d'un coup évidente. Les plateaux télé évoquent sa carrière, ses films, ses interventions. On rediffuse des images, des extraits, des moments. On rit à nouveau de ses répliques. On salue son courage. On souligne sa différence. Mais derrière cette vague d'hommage, une sensation persiste. Un léger décalage. Car cette reconnaissance arrive maintenant, pas avant.
Pas pendant ces années où elle parlait de son isolement, pas lorsqu'elle évoquait le manque de propositions, pas lorsqu'elle exprimait ce sentiment d'être mise de côté. Non, maintenant, après sa mort. Et c'est là que le contraste devient insupportable. Une femme qui disait ne plus être appelée, qui se sentait oubliée, devient en quelques heures incontournable. Comme si la disparition réactivait la mémoire collective. Comme si l'absence définitive rendait soudain tout plus visible. Mais alors une question s'impose. Pourquoi ? Pourquoi attendre la fin pour reconnaître ? Pourquoi ce silence suivi de ce bruit ? Certains diront que c'est toujours ainsi, que la mort amplifie, qu'elle rassemble, peut-être. Mais dans ce cas précis, le malaise reste, parce que l'écart est trop grand, trop brutal. D'un côté, une femme qui, de son vivant, évoque une forme d'abandon, de l'autre, une industrie qui, une fois qu'elle disparaît, semble redécouvrir son importance, comme si deux réalités coexistaient. L'une silencieuse, invisible, pendant des années, l'autre bruyante, collective, après sa disparition. Et entre les deux, un vide. Un vide que rien ne peut combler. Car aucun hommage, aussi sincère soit-il, ne peut revenir en arrière, ne peut réparer le silence, ne peut répondre à ce qui n'a pas été fait. Et au milieu de tout cela, une dernière image s'impose. Pas celle des plateaux, pas celle des rires, mais celle d'une femme, seule, face à elle-même, face à son corps, face à une fin qu'elle savait inévitable, sans bruit, sans projecteur. Et c'est peut-être là que réside la véritable fracture, pas dans les conflits, pas dans les polémiques, mais dans cet écart, entre la lumière d'avant, le silence pendant et le bruit après. Alors que reste-t-il vraiment ? Une carrière, des souvenirs, des images, ou bien une question plus dérangeante ? Isabelle Mergo a-t-elle été célébrée pour ce qu'elle était, ou seulement pour ce qu'elle représentait une fois disparue ? À la fin, il ne reste jamais grand-chose. Quelques images, quelques phrases, des souvenirs fragmentés et une impression, celle d'une trajectoire incomplète. Isabelle Mergo n'a pas disparu dans le scandale. Elle n'a pas été brisée par un événement unique. Elle s'est effacée, progressivement, silencieusement, comme si le monde autour d'elle avait continué d'avancer sans jamais vraiment se retourner. Et pourtant, elle était là, présente, lucide, consciente de ce qui lui arrivait. C'est peut-être ce qui rend son histoire si troublante, parce qu'elle ne repose pas sur un drame spectaculaire, mais sur quelque chose de plus subtil, plus proche, plus inconfortable. La perte d'attention, la perte de place, la perte de lien. Dans un univers où exister dépend du regard des autres, disparaître ne signifie pas mourir, cela signifie ne plus être vu. Et Isabelle Mergo a traversé cette étape, avant même sa mort. Elle l'a dite, elle l'a ressentie, elle l'a vécue. Et pourtant, rien n'a changé, ou du moins rien de visible, car le système, lui, ne s'arrête jamais. Il remplace, il oublie, il avance, sans cruauté apparente, mais sans mémoire non plus. Alors, que reste-t-il vraiment ? Une femme libre ? Oui. Une artiste talentueuse ? Sans doute. Mais aussi une personnalité qui n'a jamais accepté de se plier. Et dans ce refus se trouve peut-être toute la clé. Car la liberté a un prix, et parfois ce prix n'est pas immédiat. Il arrive plus tard, quand les regards se détournent, quand les invitations cessent, quand le silence s'installe. Et dans ce silence, il n'y a plus de combat possible. Seulement une réalité. On n'est plus au centre. On n'est plus attendu. On est ailleurs. Mais alors, faut-il voir cette fin comme un échec ou comme une forme de cohérence ? Car Isabelle Mergo n'a jamais changé. Elle n'a pas triché. Elle n'a pas adouci son discours. Elle n'a pas cherché à se rendre acceptable. Elle est restée, jusqu'au bout. Et peut-être que c'est là la véritable question. Dans un monde qui exige l'adaptation, faut-il se transformer pour survivre ou rester fidèle à soi-même, quitte à disparaître ? Isabelle Mergo n'a jamais répondu clairement, mais sa trajectoire, elle, pose la question. Et elle la laisse ouverte, suspendue, comme un écho qui ne disparaît pas vraiment, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement son histoire, c'est celle de tous ceux qui un jour cessent d'être regardés, sans bruit, sans annonce, juste oubliés.